Donc, bienvenue Madame Charpentier. Merci. Donc, vous allez nous parler de la coopération comme mode non juridictionnel des règlements des litiges, l'emploi de la transaction en contentieux des autorisations d'urbanisme. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je renouvelle également les remerciements à mes camarades doctorants pour avoir retenu ma contribution et pour l'organisation de cette journée. Et sans plus tarder, effectivement, je vais vous parler de la coopération en contentieux des autorisations d'urbanisme. Alors j'avoue que pour ma part, j'ai pas de phrase d'accroche aussi cocasse que la contribution précédente. Donc assez simplement, je vais envisager je reste sérieuse pour ma part. La coopération, je vais l'envisager comme un mode alternatif des règlements des litiges. Alors alternatif à quoi? Alternatif au traditionnel traitement juridictionnel des litiges, c'est-à-dire plus simplement le procès. Donc là, je vais envisager plutôt la coopération en vue de régler les différends un moyen donc on va opposer donc au traditionnel procès. Alors la coopération, je vais l'envisager sous une forme particulière qui est la transaction. Transaction qui se définit, alors que ça soit sous sa forme civiliste ou administrativiste, toujours la même définition. Elle se présente comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, donc, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Donc là, la coopération a deux objectifs, soit de prévenir un litige, plutôt une transaction préventive, soit plutôt de mettre fin à un litige en cours. Donc là, la coopération se veut extinctive. Alors évidemment, transiger a certains bienfaits, étant hors cadre étatique, hors cadre d'une juridiction étatique, c'est vouloir bien évidemment régler au plus vite et de manière le plus efficace possible, donc le litige. Évidemment, en contrepartie, les juridictions se voient quelque peu aussi allégées dans leur travail. Malgré ces bienfaits, le recours pour excès de pouvoir donc, était jusqu'à une période récente hors de portée du droit de transiger. Alors l'interdiction de transiger n'a jamais été formulée dans la jurisprudence du Conseil d'État. On trouve plutôt dans les décisions des juridictions du fond, notamment la Cour administrative d'appel de Paris en 1996, donc dans la décision Boyer qui formulait donc ce principe d'interdiction de transiger donc en matière de recours pour excès de pouvoir. Et c'est surtout aussi la doctrine qui voyait, comme le professeur Chaput, une incompatibilité entre le recours pour excès de pouvoir et la transaction, puisque l'idée, bien évidemment, c'est le recours pour excès de pouvoir étant le recours objectif par excellence. Il était impensable de pouvoir transiger sur la légalité administrative, donc c'est-à-dire concrètement de vouloir coopérer et de laisser potentiellement un acte administratif illégal continuer à s'appliquer. Donc évidemment, il était impensable donc de transiger en la matière. La pratique s'est avérée tout autre et le contentieux de l'urbanisme en est un exemple. Le dernier rapport, alors dit Labetoul, en raison donc du président Daniel Labetoul, qui portait donc ce rapport sur une des réformes donc, du contentieux de l'urbanisme, en faisait l'état. Souvent donc des transactions étaient conclues entre un bénéficiaire d'autorisation de construire et le tiers qui souhaite contester cette décision devant le juge administratif. Donc souvent des transactions étaient conclues entre les deux protagonistes. Alors pourquoi? Parce que le bénéficiaire d'autorisation de construire a tout intérêt, plus souvent, à transiger pour très clairement gagner du temps. Le recours pour excès de pouvoir n'ayant pas par principe d'effet suspensif, en réalité dans la pratique il en a un. C'est-à-dire que le plus souvent quand un recours est déposé, les travaux ne vont pas pouvoir débuter parce que les banques ne vont pas souhaiter prêter, les notaires ne vont pas souhaiter signer les actes de propriété ou actes de vente. Donc tant que le permis tant que le permis est toujours susceptible de recours. Donc effectivement pour les bénéficiaires d'autorisation de construire, il y a un intérêt de passer par la transaction. Et évidemment, cette transaction va se présenter comme suit. Le tiers va se désister de son recours ou renoncer donc, au recours pour excès de pouvoir.
Et de l'autre côté, donc, le bénéficiaire de l'autorisation va quant à lui donc, verser une contrepartie, soit une somme d'argent, soit un avantage en nature. Alors évidemment, ça c'est dans le cadre idyllique. Le rapport Labetoul fait aussi un autre constat, beaucoup plus inquiétant. C'était le cas de certains requérants qui sont totalement indifférents au projet en cours, mais qui vont quand même, malgré tout, former un recours pour excès de pouvoir, très clairement pour simplement obtenir un avantage financier. Voilà. Donc là, la coopération, ça devient clairement un processus abusif, voire enfin, un véritable chantage financier. Alors évidemment, face à de telles situations, le législateur a voulu y remédier et intervient l'article L600-8 du Code de l'urbanisme pour venir moraliser le régime des transactions et obliger d'enregistrer ces dernières. Alors évidemment, je vais revenir là-dessus, mais au départ, je vais évidemment présenter les conditions de cette coopération, donc les conditions à la transaction, et voir que par cet article L600-8 et cette obligation d'enregistrement, cette coopération va en réalité présenter un risque pour le requérant. Alors tout d'abord, s'agissant des conditions de cette coopération, alors il y a des conditions, on va dire, classiques, enfin communes à toute transaction, et va s'ajouter donc la condition spécifique, donc celle posée par le L600-8, donc spécifique donc aux transactions urbanistiques. Alors s'agissant des conditions classiques, évidemment, comme tout contrat, la transaction repose sur une cause, et là évidemment, c'est l'existence d'un litige. Soit le litige donc, va naître, soit le litige est existant, donc un litige qui est susceptible d'être soumis au juge administratif. Là-dessus, les conditions ne posent pas de problème. Évidemment, il faut aussi que la transaction, enfin, pour être dit un protocole transactionnel, il faut que la volonté des parties donc de mettre fin au litige soit manifeste. Alors, évidemment, cette volonté va se manifester très clairement parce que une des parties, enfin le requérant, va souhaiter renoncer au recours ou se désister. Évidemment, ça va être un critère qui témoigne véritablement donc, que les parties souhaitent mettre fin au litige. Mais ça ne suffit pas, sinon ça serait simplement une renonciation à un droit procédural. Il faut en plus, donc c'est la définition légale, des concessions réciproques. Alors, c'est-à-dire face à une concession d'une partie, une concession d'une partie va correspondre une concession d'une autre partie. Chacune, finalement, consent à un certain sacrifice, ou plutôt l'une tire l'avantage du sacrifice de l'autre. Donc, très clairement, pour reprendre mon exemple, il y en a un qui tire l'avantage de la somme d'argent et de l'autre, donc la renonciation donc, au recours. Donc des concessions réciproques, et c'est véritablement là où se base donc la coopération entre ces parties, et c'est évidemment pour cette raison donc, que la transaction sera signée. Alors en plus donc de cette condition qui est classique à tout protocole transactionnel, il faut en plus, et là c'est la spécificité en urbanisme, qu'elle soit enregistrée. Et là c'est l'obligation qui est posée à l'article L600-8 du Code de l'urbanisme. En effet, cet article donc impose une déclaration de la transaction auprès des services fiscaux. Donc soit on fait enregistrer donc, la somme d'argent, soit l'avantage en nature, et cet enregistrement doit intervenir dans un délai d'1 mois à compter de la signature. L'article aussi précise qu'en cas de non-respect donc, de cette obligation d'enregistrement, les conséquences sont les suivantes. C'est la restitution des sommes versées ou les sommes donc, qui correspondent donc, au coût des avantages en nature consentis. Et en plus, donc, une action en répétition est possible. Donc, on va... Je reprends. La première conséquence en cas de non-respect de l'obligation d'enregistrement, c'est la nullité de la transaction. Et donc la conséquence, c'est que vous devez restituer les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages en nature consentis. Donc véritablement, l'obligation d'enregistrement est vraiment une condition de validité à cette transaction. C'est ce que rappelle la Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2018 qui rappelle que l'obligation d'enregistrement est une condition de validité et
évidemment, en cas de non-respect, c'est-à-dire que l'enregistrement n'a jamais eu lieu ou l'enregistrement n'a pas eu lieu dans les temps, hein, en cas de retard, c'est la même sanction qui va s'appliquer, ça sera la nullité donc, de la transaction. Et c'est là où, justement, le risque réside pour un requérant qui aurait donc accepté de signer un protocole transactionnel et qui aurait méconnu donc, cette obligation d'enregistrement. S'il méconnaît, donc, comme je l'ai dit, il est obligé donc, de restituer les sommes qui ont été versées, mais voilà, il se retrouve sans plus aucune contrepartie. C'est-à-dire qu'il a renoncé ou il s'est désisté de son recours et il est impossible pour lui de continuer le recours pour excès de pouvoir. C'est-à-dire que le désistement étant irrévocable, même le délai de recours pour excès de pouvoir de 2 mois étant normalement expiré, il se retrouve finalement sans rien. Il doit restituer les sommes et en plus, donc, il est impossible pour lui donc, de faire prospérer le recours pour excès de pouvoir initial. Malheureusement, au regard de l'article 6 donc, de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit au recours, même face à une telle situation, on ne peut pas dire qu'il y a une atteinte substantielle au droit au recours. Si je lis donc, en disant donc, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle accepte donc que le droit au tribunal, enfin, elle accepte que plutôt le fait de souscrire à ce qu'elle appelle un arrangement parajudiciaire ne fait pas perdre donc le bénéfice à cette personne contractant donc son droit à un tribunal. Alors elle accepte donc uniquement qu'il y a violation de l'article 6, donc violation au droit au recours, uniquement lorsque des contraintes ont été exercées sur le requérant. Ou alors, seconde hypothèse, si le système n'était pas suffisamment clair ou ne présentait pas des garanties suffisantes. Très clairement, ça renvoie en théorie des vices du consentement. Soit le requérant a subi des pressions en signant le protocole transactionnel, soit très clairement le système n'était pas clair et en signant le protocole, il ne savait pas en réalité qu'il allait renoncer à son recours. Là, pour le coup, en contentieux de l'urbanisme, au regard de l'article L600-8, on peut dire qu'aucune contrainte, enfin on peut espérer qu'aucune contrainte n'a été exercée sur le requérant, mais en plus le système donc prévu à l'article L600-8 est suffisamment clair pour éviter tout malentendu, clairement exposé, donc qu'en signant le protocole, vous renoncez ou vous désistez de votre recours pour excès de pouvoir. Alors pas d'atteinte donc substantielle au droit au recours. Alors, une autre question pouvait aussi se poser. Est-ce que l'action en répétition, c'est-à-dire le fait de devoir restituer les sommes, ne pourrait pas être considérée comme une ingérence dans les biens du requérant, donc au sein de l'article 1, protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme? Il est vrai que, au regard de la jurisprudence de la Cour, une créance, en raison de sa valeur patrimoniale, peut être considérée comme un bien au sens de cet article, ou en tout cas, même si elle n'a pas été constatée par décision judiciaire, donc une créance peut être qualifiée de bien dès lors que l'intéressé a une espérance légitime donc, de la voir se concrétiser. Alors, évidemment, la Cour accepte une ingérence, donc cette action en restitution, mais évidemment, certaines conditions doivent être remplies. Alors, les 2 premières ne posent pas de difficulté, il faut qu'elles soient prévues par la loi, tel est le cas puisque c'est l'article L600-8 qui prévoit cette action en restitution, qu'elles poursuivent un but légitime, ce qui semble être aussi le cas puisque le L600-8 est aussi en vue de lutter contre ces recours mafieux, enfin ces chantages financiers que j'exposais au départ, et il faut en plus qu'elles soient proportionnées. Alors c'est là où très clairement, l'action en restitution peut, peut-être dans certaines hypothèses, apparaître disproportionnée. Alors on pourrait imaginer, par exemple, le cas où c'est l'administration fiscale qui aurait commis une erreur et ce qui aurait causé du retard dans l'enregistrement, par exemple. Donc il est bien évident que ce n'est pas au requérant de supporter l'erreur de l'administration fiscale. Ou pourquoi pas aussi, en cas de requérant de bonne foi, il pourrait expliquer le retard donc, pourquoi il n'a pas pu enregistrer, on va dire, dans les temps, sa transaction. Donc là, peut-être dans certains cas, presque fini, là, dans certains cas, donc, on pourrait peut-être donc, envisager que l'action de restitution donc, ne devrait pas avoir lieu.
Alors d'autres solutions pourraient être éventuellement envisagées pour essayer d'atténuer les risques supportés par le requérant. Pourquoi pas proposer un désistement conditionnel, c'est-à-dire conditionner le désistement devant le juge administratif dès lors, enfin le conditionner au respect de l'obligation d'enregistrement, pourquoi pas. Ou une autre solution, ça serait la suivante, que lorsque le juge administratif doit prononcer un non-lieu à statuer, donc, il devrait vérifier évidemment au préalable que la transaction est bel et bien valide, ce qui devrait évidemment inclure le contrôle de l'obligation d'enregistrement. Donc, certaines pistes donc, qui pourraient être proposées pour essayer, en tout cas, de faire peser le moindre risque possible aux requérants qui souhaiteraient donc passer par la voie de la transaction. Et j'en finirai. Donc pour conclure, j'ai été assez rapide pour respecter le temps imparti. En effet, pour conclure, je pense pour ma part qu'évidemment la transaction au contentieux de l'urbanisme est évidemment un bon outil pour essayer de régler au plus vite et plus efficacement possible les litiges. Évidemment, il est beaucoup plus facile de régler le litige quand la solution est négociée plutôt qu'une solution imposée, même si, donc, nous l'avons vu, elle peut présenter des risques dans certains cas. Et il faut voir que cette coopération, même en matière de légalité administrative, si au départ, évidemment, elle était surtout existante en contentieux de l'urbanisme, une nouvelle fois, le contentieux de l'urbanisme est une nouvelle fois précurseur en la matière, puisque désormais, le Conseil d'État a admis la possibilité de transiger, donc même en dehors de la matière d'urbanisme, donc la possibilité de transiger en matière d'excès de pouvoir, donc dans une décision de 2018, Ligue d'escrime du Languedoc-Roussillon. Donc une extension de cette possibilité de transiger donc, en matière de recours pour excès de pouvoir. Et donc en réalité, pouvoir coopérer aussi, et ce seront mes dernières paroles, cette coopération montre surtout le nouveau visage du recours pour excès pouvoir. Il est vrai qu'on dit souvent en doctrine cette mouvance de subjectivisation du contentieux administratif, et il est vrai, c'est une nouvelle fois un exemple de cette subjectivisation du contentieux administratif. En effet, on voit que la légalité administrative est devenue une espèce d'objet de marchandisation. On va très clairement coopérer au détriment de l'état du droit et du principe de l'égalité. Pourquoi ? Bien évidemment pour favoriser la sécurité juridique, toujours ce principe de sécurité juridique. Donc très clairement, cette coopération est encore pleine d'actualité et qui montre le nouveau visage évidemment du recours pour excès pouvoir, plus un contentieux objectif sacro-saint, mais qui devient aussi de plus en plus un contentieux des droits. Et je vous remercie pour votre attention, j'en ai fini.